Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah oui, chers amis, auditeurs et auditrices de Sud Radio, le voyage, l'itinérance, le changement de décor, partir avant, c'était simplement un désir de faire le vide, de se libérer de la frénésie de notre vie moderne, professionnelle, voire familiale, et de toutes ces agressions stressantes pour se plonger dans une bulle de repos et de loisirs. Ça consistait pour beaucoup à siffler des cocktails en bord de piscine et à laisser filer le temps sur un transat. Une sorte de ribote nerveux et psychologique. Aujourd'hui, il est une autre tendance qui s'affirme, celle qui consisterait à visiter, à découvrir, à s'intéresser, à apprendre et à s'enrichir d'émotions et d'informations culturelles. C'est celle du voyage patrimonial et même spirituel. Les 100 millions de touristes internationaux annuels de notre beau pays ne s'y trompent pas et viennent d'ailleurs pour visiter nos territoires qui ont cet avantage d'offrir une fabuleuse diversité géographique du sacré et du culturel dans un même espace relativement peu étendu. Cette quête du beau, certes, mais aussi d'enseignement, d'histoire, d'émotions patrimoniales, de calme et pour certains de repères spirituels, a de quoi satisfaire le voyageur curieux des autres, de son histoire et de lui-même. La France s'enorgueillit de posséder plus de 45 000 châteaux, le double de nos voisins allemands et italiens au passage. Au chapitre des monuments historiques, 14 000 sont déjà classés et protégés, 30 000 sont inscrits. Notre pays compte 154 cathédrales et près de 42 000 églises, 56 parcs nationaux et régionaux. Bref, tout ça qui protège une nature ressourçante et apaisante. Bon indicateur de cette tendance, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle a franchi cette année les 500 000 marcheurs. Il traverse cette France et voit le nombre de marcheurs augmenter de façon considérable. C'est donc parce que nous redécouvrons ce voyage d'itinérance jalonné de châteaux, de villages et de lieux sacrés que nous allons nous intéresser dans cette émission au coup de cœur de nos invités experts en découverte qui nous ouvrent leur surprenant carnet d'adresses du voyage en France. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nos experts autour de... 2 secondes, Bernard, on va y arriver. Chantil Delincourt est avec nous, fondatrice de Village et Patrimoine, média sur le tourisme patrimonial. Bonjour Chantil. Bonjour. Hélène Barry est aussi autour de cette table. Elle est fondatrice de Carnet d'Histoire, créatrice de contenus spécialisés sur les châteaux. Bonjour. Et Bernard Petit, qui veut déjà prendre la parole, qui bouillonne. Il est accueillant à la Société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bernard, me serais-je tombé sur un chiffre? Oui, justement. En écho à ce que tu as dit de magnifique, oui. En réalité, les 500 000 que tu évoquais, ce sont les 500 000 qui arrivent à Santiago et qui obtiennent la fameuse Compostela, c'est-à-dire le brevet. Donc c'est bon. Oui, c'est ceux qui arrivent, mais il y en a beaucoup qui font des tronçons. D'accord. Et l'estimation de marcheurs ou de pèlerins est de l'ordre de 1 400 000. 1 400 000. C'est une autre dimension. Donc de répertoriés, on a 500 000 officiels. Et après, parce qu'ils sont répertoriés par les chanoines directement qui délivrent la fameuse Compostela, ce brevet des pèlerins. Et ça, être répertorié par un chanoine, c'est le Graal. Sûrement. Chantil Delincourt, on va commencer avec vous, Chantil. Comment est né Village et Patrimoine, votre média sur le tourisme patrimonial? Et de quoi il parle? Alors moi, je suis vraiment spécialisée sur les petits villages de France, le patrimoine et les savoir-faire français. Donc voilà, je l'ai créé il y a 5 ans. Oui. Et je me déplace partout en France pour aller découvrir des lieux que probablement on ne connaît pas ou peu méconnus. Comme celui dont on va parler tout à l'heure, la Maltésine, dont je n'avais personnellement entendu jamais parler. Oui, vous connaissez la Maltésine? Non. Jamais. On va en parler tout à l'heure. Exactement. Et donc moi je fais partie peut-être des marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle qui ne sont pas comptabilisés puisque je ne fais que des petits tronçons. Vous ne faites pas tamponner, vous? Non, je ne fais pas tamponner, je ne suis pas allée jusqu'au bout en tous les cas. Oh bah dingue. Hélène Barré, vous êtes fondatrice de Carnet d'Histoire, créatrice de contenus spécialisés sur les châteaux. Oui, j'étais une princesse quand j'étais dans une autre vie. Il y a une sorte d'obsession sur les châteaux chez vous. Ah oui, depuis toute petite, je suis passionnée par l'histoire, le patrimoine et surtout les châteaux. Et ça vient de ma grand-mère. Charlotte, qui avait de splendides livres dans sa bibliothèque. J'avais pas le droit d'y toucher. Mais elle m'écrivait des carnets avec toutes les histoires des rois et des reines. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Carnet d'Histoire. Et du coup, dans mes réseaux sociaux et sur mon blog, je vais partager ça. Je vais partager mes photos, les actus. Donc c'est un vrai bonheur. Donc vous, c'est un blog, les réseaux sociaux, un compte Instagram. C'est ça, Facebook. Et c'est déjà pas mal. Et vous aussi, Chantil? Oui, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn aussi. D'accord. Et sur le site internet. Très bien. Et Bernard est avec nous, Bernard Petit, accueillant à la Société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors Bernard, en quoi consiste votre métier, votre fonction à la Société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle? J'aime beaucoup faire ce travail parce que c'est un... Approchez-vous du micro, Bernard. C'est un service et on se satisfait beaucoup à rendre service aux personnes, aux marcheurs, aux futurs pèlerins qui viennent nous voir pour s'informer de manière extrêmement concrète et pratique, et on les informe j'allais dire,
Depuis la chaussure, les aspects proprement matériels, vêtements et autres, jusqu'à la spiritualité. Sur, bien entendu, les différents chemins, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les coûts et bien d'autres choses. Alors aujourd'hui, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est combien en kilomètres et combien de temps il faut pour le faire pour un marcheur moyen, on va dire? Voilà. Bon, alors on peut dire que, en gros, c'est de l'ordre de 1500 km au total en comptant. Quand on fait un seul chemin, puisqu'il y en a 4 en France. Il y a 4 chemins. Il y a 4 chemins en France. Et en gros, 1500. Si vous voulez, je peux détailler pour vous dire les chiffres exacts. Au départ de Notre-Dame de Paris? Oui, par exemple, au départ de Notre-Dame de Paris, au départ de Vézelay, au départ d'Arles, au départ du Puy, puisque ce sont les 4 principaux chemins. Le Puy-en-Velay? Le Puy-en-Velay, c'est ça. De cet ordre-là, qui se partagent à peu près équitablement entre la France et l'Espagne. Arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle? Oui. Et là, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois? Alors, en général, on compte 2 mois. 2 mois. En admettant que les marcheurs, en général, marchent de l'ordre de 20 ou 25 km par jour. D'accord, très bien. Alors, il y en a qui mettent plus longtemps parce qu'ils veulent prendre le temps de s'arrêter, de méditer. Il y en a qui font ça dans un esprit sportif, et c'est aussi un des aspects que je qualifierais de négatif, même si moi je viens du sport, c'est le sport qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y en a qui considèrent le chemin de Saint-Jacques comme le GR20 ou le Tour du Viso, voire du Mont-Blanc, et qui font de la compétition, qui veulent à tout prix faire des temps. On peut effectivement avoir envie de marcher vite, quelquefois, ça fait partie de la personnalité des uns et des autres, mais en un mot, un des plus grands intérêts du chemin de Saint-Jacques, c'est la convivialité. Très bien. On rencontre des personnes d'un niveau nettement au-dessus de la moyenne, qui sortent du lot et avec lesquels on ne peut pas faire autrement que de bien s'entendre. On ne peut qu'échanger positivement. En bon compagnonnage. Voilà. Chanty Delincourt, fondatrice Village et Patrimoine Média sur le tourisme patrimonial. Est-ce que la Matésine, qui est dans le sud de l'Isère, entre Grenoble et Gap, est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? La Matésine est traversée par la route Napoléon. Ah, c'est pas la même. Qui n'est pas la même, mais Non. qui est une route aussi très touristique. Alors ça, c'est votre coup de cœur, la Matésine. C'était un de mes coups de cœur que j'ai Comment visité vous êtes cette arrivé année. là? Alors, complètement par hasard. Je ne connaissais absolument pas la Matésine. C'est un pays, c'est une région, c'est une vallée? petite région qui est dans le sud de l'Isère. Et je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas la Matésine. On peut plat, y passer. c'est collinesque? Non, c'est moyenne montagne. Moyenne montagne, d'accord. Moyenne montagne, c'est magnifique parce qu'il y a des paysages donc de montagne et des lacs aussi, beaucoup de lacs. Très bien. Ils font des activités nautiques. C'est vraiment très très beau. On imagine la Matésine avec le matin on se réveille un peu dans le brouillard où les nuages se sont accrochés au sommet des montagnes. C'est vraiment très très beau. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses à voir, notamment dans la Matésine. Le site emblématique, c'est le sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Alors lui qui est perché dans les montagnes. Et pour y aller, voilà, c'est une petite route de montagne qui serpente. Et moi, je l'ai fait, en fait, pareil, dans le brouillard total. Donc, j'ai gravi cette route en voiture et je suis arrivée devant ce sanctuaire qui est en fait immense, mais que je ne voyais pas avec le brouillard. Et soudain, paf, voilà, le brouillard s'est levé et c'est gigantesque. C'est immense et donc ça a été construit là. En fait, l'histoire, c'est que deux jeunes bergers ont vu l'apparition de la Vierge et donc du coup c'est là qu'a été construit cette fameuse basilique et ce sanctuaire. D'accord. Un autre coup de cœur, la Matésine. La Matésine, j'ai aimé aussi. Alors ça c'est vraiment pour le côté les habitants en fait viennent de l'extraction des mines de charbon. Donc du coup il y a un musée qui s'appelle la Mine-Image. Et en fait, on va dans ce musée, on va dans les galeries souterraines. Donc on perçoit le travail des mineurs de l'époque qui était très dur. Du charbon, de l'anthracite exactement. Et du coup, c'est un travail qui était extrêmement dur, où à l'époque, il y a aussi des enfants qui descendaient au fond des mines travailler avec leur papa. Et voilà, mais il y avait une convivialité énorme entre ces travailleurs qui passaient leur journée entière au fond des mines sans voir le jour et qui avaient une vie après sociale entre eux qui était extrêmement forte parce que ça soudait les liens en fait. Donc la Matésine pour le paysage, la découverte de la Notre-Dame de la Salette, voilà, exactement. le musée, le passé en fait minier de la région et voilà. Et après il y a plein de jolis villages aussi à voir. Il y a du savoir-faire. Ah bah très bien. Il y a des savoir-faire. Vous nous conseillez de le faire à vélo, à pied? Alors vous l'avez fait en voiture, j'ai entendu. Moi j'ai fait en voiture. Alors en vélo ça grimpe un peu. Il faut avoir des jambes. D'accord. Bah, vous en avez. On part à 65 km au nord-ouest de Paris avec vous, Hélène. Hélène Barré, créatrice de contenu patrimoine, spécialisée château, amoureuse des châteaux de filles, des châteaux de princesses, des beaux châteaux, à partir du 16e, on dit, hein?
Oui, à peu près, c'est bien. Et là, vous êtes tombé, enfin, vous en avez parlé en préparant cette émission, le domaine de Villarceau. Ah oui. À 5 km de Mondétour en Vexin, 800 hectares avec plusieurs structures, un site historique, un château, un golf. Mais vous avez été intéressé au château. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce château? En fait, c'est un domaine qui est vraiment particulier parce qu'on va tomber déjà sur des communs. Donc la première chose qu'on va voir, c'est une petite boulangerie médiévale. D'accord. Donc c'est étonnant. Et après, on va tomber sur le manoir de Ninon, qui est un manoir du XVIe siècle. On ne peut pas le visiter à l'intérieur, il est en ruine, mais par contre, il est vraiment charmant. Et pourquoi le manoir de Ninon ? C'est parce que nous avons Ninon de L'Enclos, qui était une femme de lettres et d'esprit sous Louis XIV. Une femme un peu moderne pour son temps, parce qu'elle s'est jamais mariée et elle aimait... elle avait beaucoup d'amants. Voilà, elle aimait... voilà. Et elle avait notamment un amant qui était Louis de Mornay, qui était le marquis de Villarceau. D'accord. Et elle a passé à peu près 3 semaines au domaine de Villarceau à vivre... C'est tout, mais il y a quand même un manoir à son nom. Incroyable. Donc elle a marqué l'époque et le lieu. C'est ça. Ninon de L'Enclos était quand même très connue et en effet, elle a marqué les lieux, notamment ce manoir. Il est comment ce domaine de Villarceau, le château lui-même? Et justement, après ce manoir-là, ce qui est étonnant, c'est qu'on va un peu plus loin et là, en haut d'une petite colline, on a un château du XVIIIe siècle qui est tout blanc, donc il n'a absolument rien à voir avec le manoir. Et là, on peut le visiter à l'intérieur. Il est meublé, donc c'est un château du 18e, donc le mobilier qui est complètement différent. Et en fait, c'est vraiment le lieu où on peut se reposer. On n'est quand même pas très loin de Paris. Il y a des cygnes qui sont là, qui se baladent sur l'eau. C'est hors du temps. Ah, mais complètement. C'est une bulle hors du temps. Ah, mais complètement. On peut vraiment se poser, faire un pique-nique. On n'a pas du tout l'impression d'être en Île-de-France et c'est incroyable. Le domaine de Villarceau va marquer une pause, chers amis. On continue à explorer la France à travers Saint-Jacques-de-Compostelle, les villages, les patrimoines et les châteaux. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Justement, ce sont des petits recoins de France méconnus hors des grandes routes touristiques que nous découvrons avec nos invités. Chantilly Delincourt, fondatrice de Village et Patrimoine, média sur le tourisme patrimonial. Hélène Barré est là également, fondatrice de Carnet d'Histoire, créatrice de contenu spécialisé sur les châteaux. Et Bernard Petit, accueillant à la Société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a parlé du domaine de Villarceau, qui est vraiment votre coup de cœur, on peut le dire Oui. Hélène, ce mois-ci ou le mois dernier ou de l'année? Non, pas de l'année quand même. Ah. Non. C'était un de mes premiers coups de cœur quand j'ai fondé Carnet d'Histoire. D'accord. Et votre deuxième, ce sera quoi? J'aime bien Vaux-le-Vicomte. Ah oui, c'est ça, parce que c'est quand même beau, hein, Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte, c'est très très beau. Azel Rideau, on en parlera aussi? Oui. Ah oui, bien sûr. Et patrimoine, on va parler de quoi juste après? Tout à l'heure, on va aller dans le Haut-Verdon. Ah bah très bien, le Haut-Verdon, c'est génial. Mais auparavant, avec vous, Bernard, 75 ans, elle a la Société des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ça, elle date des années 1950. C'est cette société qui a relancé le chemin à un moment où il était moribond. Je veux dire qu'il y avait seulement quelques centaines, voire 1000 peut-être personnes qui se rendaient, ou pèlerins, ou marcheurs qui se rendaient à Santiago. Et la société a commencé à se développer, à baliser, à créer cette fameuse crédentiale. Oui, alors c'est quoi la crédentiale? La crédentiale, c'est le passeport du pèlerin qui permet notamment aux femmes, parce qu'il y avait un réel problème en Espagne à l'époque, les femmes qui osaient marcher sur le chemin, surtout quand elles étaient seules. J'expliquais tout à l'heure que les femmes sont 3 fois plus, à l'époque sûrement pas, mais désormais on le sait, les femmes sont 3 fois et demi plus nombreuses à marcher seules. Donc à l'époque, avant les années 50, des femmes osaient se risquer, car les femmes sont souvent pieuses, osaient se risquer sur le chemin en Espagne, et on les prenait pour ce qu'elles n'étaient pas. D'accord. Tout le monde comprend. Donc si on a créé le passeport du pèlerin, c'est pour bien dire qu'il s'agissait de pèlerines et de pèlerins. Et ça permettait de les suivre, de noter le temps, pas seulement le temps, mais les kilomètres parcourus. Et au bout du compte, en arrivant à Saint-Jacques, chez les chanoines, puisque c'est à la cathédrale les chanoines et le doyen qui dirigent ensemble, avec une espèce de bureaucratie, notait et distribuait la fameuse Compostela. La Compostela. Alors malheureusement, j'en ai pas apporté aujourd'hui, je le regrette. La Compostela, qui est le brevet du pèlerin. C'est ça. Qui est qui certifie que vous avez fait toute ou partie du chemin. Toute ou partie du chemin. On n'est pas obligé de faire l'entièreté. Absolument. Il est balisé comment, le chemin? Alors, le balisé, vous voyez, je me suis habillé en bleu et jaune, c'est les couleurs du chemin. Oui. Alors, vous avez partout ou des petites flèches jaunes, d'une part. Vous avez des panneaux avec une coquille, un peu comme celle-ci, qui serait jaune, elle, et un fond bleu, et qui indique surtout les distances et la direction. Et qu'est-ce qu'on chante sur le chemin? Est-ce qu'on chante cette chanson régulièrement? Non. Qu'on va écouter? Non, très franchement, on la chante le soir quand on est dans les gîtes ou quand on va aux cérémonies religieuses pour ceux qui y vont, car malheureusement, c'est un des aspects du chemin de Saint-Jacques.
il y a de moins en moins, je crois que je le disais tout à l'heure, ce chemin est de plus en plus, j'allais dire, sécularisé. Il n'y a plus que 10 ou 15% de marcheurs qui sont vraiment des pèlerins. Cela dit, les autres, et moi ça me frappe, puisque j'ai quand même plus de 10 ans d'expérience sur le chemin, il y a une telle élévation chez les uns et les autres, une forme de spiritualité laïque qui est infiniment respectable. Oui, c'est vrai. Et aussi, qui est un peu un paradoxe, on a toutes les religions sur le chemin, notamment les asiatiques, on voit des shintoïstes, on voit des bouddhistes, bien entendu. Des musulmans. On voit, alors justement, j'allais dire des protestants, parce que les protestants n'aiment pas tellement les saints et sont un peu critiques, mais on voit des protestants avec nous, et même le paradoxe, c'est la présence de quelques musulmans, alors que quand on connaît le chemin, quand on connaît l'histoire... L'histoire du chemin, oui, c'était pour les bouter, les musulmans, voilà, hors d'Espagne. En fait, il y avait les pèlerins qui venaient de prier, mais il y avait surtout beaucoup de chevaliers ou de soldats qui arrivaient, recrutés par le roi des Asturies ou de Galicie au nord de l'Espagne, pour que dans l'esprit, pour aider à la Reconquista de chasser les morts d'Espagne. Et les Français ont tellement joué un rôle important que le chemin majeur en Espagne s'appelle le Camino Frances. Absolument. Tout le monde comprend. C'est le chemin des Français. Bernard, alors avec les Français, il y avait des Flamands. Oui, je me calme. Je suis enthousiaste. C'est mon affaire. Ça me plaît. C'est une bonne partie de ma vie. Voilà, et ce dont j'ai entendu parler, c'est que ce document, la Credencia, elle prouve au monde entier, et souvent dans le monde de l'entreprise, les jeunes étudiants peuvent mettre ça dans leur CV qu'ils l'ont fait. Et il y a des faux qui circulent. Voilà, alors c'est ce que je voulais dire aussi, c'est un des dommages avec peut-être la... Mais c'est pour dire que ça a une valeur incroyable. Ça a une telle valeur, c'est que ça se passe en Espagne. Et curieusement au Japon, c'est que les jeunes ou ceux qui cherchent un emploi ajoutent dans leur dossier à côté des diplômes ou autres des emplois qu'ils ont occupés, fait le chemin. La Compostela pour montrer qu'ils ont fait le chemin, et c'est un plus auprès des employeurs, notamment en Espagne. On dit tiens, voilà un garçon sérieux. Espagne et Japon, ils trichent alors. Voilà, mais pas tous. Non, la plupart ont un document authentique, mais il y en a qui ont tendance à tricher, à utiliser la crédentiale pour ça. Donc c'est regrettable. Hélène Barré, créatrice de contenu patrimoine spécialisé château. On a parlé du domaine de Villarceau, qui est votre coup de cœur, qui est un endroit formidable, très joli, où Ninon de l'Enclos y a vécu sa passion avec le marquis de Villarceau. Et ça se sent que c'est un château de passionnés, d'amour. C'est romantique. Complètement. On est d'accord avec ça? On est d'accord. Donc première destination dans Paris, destination romantique. Deuxième destination, est-ce qu'on peut parler à Port-Marly? Oui, Port-Marly, on a un très beau château qui n'est pas très connu. C'est le château de Monte Cristo. D'Alexandre Dumas? Tout à fait, c'est Alexandre Dumas. Il voulait s'éloigner un peu du tumulte de la ville. Donc il a demandé un château un peu Renaissance. Il voulait un petit château, il voulait un jardin à l'anglaise, donc c'est-à-dire un jardin où il y a un peu du tumulte de la nature. Il voulait des grottes et il voulait aussi un petit castel type gothique pour en faire son atelier, son cabinet de travail. Donc vraiment, quand on arrive, moi ce que j'adore, c'est que même si le château est petit et on a l'impression qu'il n'a pas grand intérêt, on regarde la façade et elle est sculptée dans le détail et c'est vraiment incroyable. C'est un endroit magnifique, curieux. Très étonnant, à quelques kilomètres de Paris. Et d'autant que Alexandre Dumas y a vécu qu'un an. C'est ça. Mais il a fait que des fêtes. Il faisait des belles fêtes. Il faisait des très belles fêtes. Que des grosses fêtes, même. Il voulait s'éloigner de la ville, mais il voulait quand même en profiter. Et ce qui est intéressant à l'intérieur, bon, déjà c'est meublé, et en plus de ça, on retrouve vraiment le côté très créatif et innovant d'Alexandre Dumas. Et il a demandé aussi un salon mauresque, donc il a fait venir des artisans de Tunisie pour faire un salon, mais juste somptueux. Et il est étonnant, quoi, ce château. Et ça avait été financé étonnant à l'époque par le roi du Maroc, je crois. Tout à fait. Un truc de fou. Très bien, on note ce deuxième château, chers amis et chers auditeurs. Chantil, on rebondit avec vous, le Haut-Verdon entre Castellane et Arles. Et Alos, pardon. Alos. Rien à voir. Non, entre Castellane et Alos. Il faut prévoir quoi, un gros week-end, 3 jours de nuit? Ah oui, un gros week-end. D'accord. On peut y passer plus de temps, mais un gros week-end, c'est pas mal. Avec femmes et enfants, c'est famille? Ah oui, c'est famille. Oui, c'est famille, c'est très joli. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire peut-être au moment de la transhumance, parce qu'à Castellane, il y a une grande fête de la transhumance au mois de juin. Et donc là, c'est vraiment exceptionnel, parce que toutes les brebis, en fait, descendent de la montagne et traversent en fait tout le village. Donc c'est très très chouette à vivre. Il y a énormément de producteurs locaux. Enfin, il y a vraiment une grosse animation à Castellane au mois de juin. Mais après, effectivement, c'est aussi un village qui est sur la route Napoléon. Donc il y a aussi beaucoup de passages. Il y a des motards, il y a des vélos. Donc il y a deux écoles, Compostelle et Napoléon. C'est pas les mêmes. C'est ça. Et donc c'est vraiment sympa. Après, ce qu'il y a à voir aussi à Castellane, c'est la chapelle Notre-Dame du Roc. Donc là, il faut un peu grimper.
C'est au sommet du roc et donc la chapelle est perchée au-dessus du village et on voit effectivement de là-haut la vue splendide qu'il y a sur toute la vallée. Donc c'est très très joli aussi à voir. Ensuite, on peut aller à Anote. Anote qui est toujours sur ce petit itinéraire qui remonte jusqu'à Alos. Anote, c'est un village qui, à mon avis, est très, très, très sous-coté. C'est magnifique, magnifique. C'est instagrammable ? C'est un vieux village médiéval, en fait. C'est un village en pierre. Un village de caractère en pierre. C'est très beau. Magnifique. C'est très, très beau. Alors, c'est très connu parce qu'il y a des spots d'escalade. Parce que c'est au milieu des grès. Donc c'est connu à l'international pour l'escalade, mais après y aller aussi pour passer un moment avec ses enfants, faire un pique-nique, manger au resto, voilà, c'est vraiment très 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 sympa. On peut y aller en train aussi. Il y a une gare, donc c'est vraiment, pour moi, c'est sous-coté. Ça mérite beaucoup plus. C'est celui-là qu'il faut qu'on note aujourd'hui. Ah oui, Anote, il faut noter Anote. Notons Anote. Péresque et Alos. Péresque, alors ça c'est incroyable. C'est pas loin, hein. Il faut aller dans la montagne. Le Péresque est au bout d'une toute petite route, perdue dans la montagne. Si on ne connaît pas le nom, on peut pas le deviner. Enfin, c'est vraiment, il faut vraiment aller pour tomber dessus. Et c'est un village qui était à l'abandon il y a quelques années et qui a été racheté par des universités belges. Et dans le village, c'est maintenant devenu un centre de rencontres internationales pour tous les scientifiques. D'accord. Donc on parle anglais, on parle physique quantique, on parle astronomie. Au fin fond des Préalpes, à côté de Digne-les-Bains. C'est absolument dingue. C'est dingue. Et le village est très joli parce que tout a été rénové maintenant grâce à ces Belges en fait qui sont venus, qui ont rebâti les maisons. Il y a des jeunes universitaires qui viennent y passer en camp d'été, voilà, qui font leurs vacances. C'est vraiment hyper dynamique. Et on a une vue pareille. Les balcons des maisons donnent directement dans le vide. C'est magnifique la vue. Très bien, c'est noté. Et le dernier, c'est Alos, tout au bout de la vallée. Donc là, pareil, c'est un très joli village et très connu Alos, parce qu'il y a la Fou d'Alos, la station de ski, il y a le lac d'Alos, il y a le col d'Alos pour le Tour de France. Enfin, voilà. Donc Alos est très connu, mais c'est aussi en tant que village, c'est très joli à voir et il y a beaucoup de sentiers de randonnée. Très bien, donc c'est aussi une idée de randonnée. On marche toujours avec Bernard Petit, accueillant la Société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bernard, pourquoi on dit que la plus belle partie du chemin de Saint-Jacques, c'est après le Puy-en-Velay? Qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est ça, c'est entre Puy et c'est ce que tout le monde fait d'ailleurs. Voilà, entre le Puy les gens et s'embêtent plus à faire directement au Puy. Et Conques, il y a une petite centaine de kilomètres. C'est tellement beau, tellement intéressant qu'il y a un nombre de personnes qui n'est pas mineur, pas relativement nombreuses, je veux dire, qui estiment qu'elles ont fait le chemin de Saint-Jacques quand elles ont fait ces 100 km. C'est ce qu'elle a fait, Chantilly. C'est pas embêté. Non, pas tout à fait. Elle a fait la voie du Céleste, qui est autre chose. Et j'ai fait aussi le tronçon qui part du Puy. Pardon. Exactement, j'ai fait les deux. Alors c'est dommage, c'est vrai que c'est reconnu par le monde entier, y compris par nos amis italiens qui ont le sens de la beauté. Et Dieu sait si l'Italie, il y a de beaux paysages et des lieux magnifiques. Tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est la plus belle partie du chemin parce qu'elle conjugue à la fois des paysages magnifiques et puis des lieux, quelques monastères, abbayes, tours, églises qui enchantent les marcheurs et les pèlerins. D'accord. Et là, c'est vraiment la partie la plus sympa. Oui, mais il y a d'autres parties très sympas également, hein, ou originales. Le col de Roncevaux, déjà, c'est mythique. Oui, déjà, il faut monter le col de Roncevaux, déjà. Et puis, je dirais qu'en Espagne, quelquefois, quand on est sur la Meseta, c'est-à-dire le désert, l'espèce de Sahara, sur cette partie du chemin, alors là, on est en Espagne, on est quand même surpris, étonné. Hein. Combien de kilomètres de chemin de Compostelle vous avez dans les jambes, Bernard? Environ 3000. 3000. Mais il y en a chez nous qui ont 10 000 kilomètres. Ah oui, ou 15 000. Au compteur. Au compteur, voilà comment on dit. Et ça tourne toujours. Et ça tourne toujours, voilà. Moi, j'ai commencé tard. Il y a quand même 10 ans. Mais vous étiez un bon sportif déjà à l'époque. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il faut être un bon sportif pour faire le chemin? Non, pas forcément. C'est l'erreur de penser cela. Il faut des bonnes chaussures. En revanche, on ne part pas sur le chemin comme ça. Moi, je suis très content d'avoir une femme avec moi pour recevoir les dames parfois un peu rondes, parce que pour nous hommes, c'est difficile de leur dire qu'elles le sont. Il faut qu'elles perdent quelques kilos avant de marcher avec le sac. Ah oui. Car on marche avec le sac. Alors, cela dit... Mais elles les perdront en marchant. Oui, mais ça les gênera quand même au début. Il vaut mieux marcher, il vaut mieux s'entraîner à marcher un peu avec un sac aussi léger que possible, qui ne doit jamais dépasser 10% du poids de la personne. Et il faut savoir aussi que sur le chemin, notamment sur le chemin du Puy, le plus célèbre, il y a la malle postale, une sorte de taxi qui prend les bagages éventuellement. Et qui les emmène à la prochaine étape. Qui les emmène c'est très pratique. On marque une pause, Bernard, et on se retrouve juste après. Et on va continuer avec Hélène qui va nous donner encore un coup de cœur. Ce sera le château de... On avait dit quoi, Hélène? Azay le Rideau. Azay le Rideau. À tout de suite, chers amis.
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes avec les meilleurs prescripteurs de voyage en France sur le patrimoine, le village, les villages, les châteaux, avec Chantilly Delincourt, fondatrice de Village et Patrimoine, média sur le tourisme patrimonial. Hélène Barré, autour de cette table, est également avec nous. C'est la fondatrice de Carnet d'Histoire, créatrice de contenu spécialisé sur les châteaux. Et Bernard Petit, 3000 km au compteur, accueillant la Société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il a plein d'anecdotes à nous raconter. Vous allez nous raconter une anecdote amusante tout à l'heure, Bernard. On la garde sous le coude. Si, une amusante. Amusante, j'en ai sûrement. J'en ai, oui. Alors, Hélène Barré, maintenant, on parle de votre troisième coup de cœur, c'est Azel Rideau. Pourquoi? Le château d'Azel Rideau. Alors déjà, s'il y a un château dans lequel j'aimerais vivre, c'est celui-là. Ah oui. Mais vraiment. Mais épouser un châtelain? Bah oui. Alors voilà, ça l'appelle. S'il y a un châtelain libre, un marquis, vicomte, jeune, voilà, qui a un château. Ouais, pourquoi pas? Il y a un cœur à prendre. Un beau château quand même, pas un château en ruine. Elle est exigeante en plus, oui. Un beau château qui soit... Azel Rideau, c'est bien, par exemple. Ah d'accord. Donc, Non, mais Azel Rideau, ce que j'aime bien, déjà, c'est dans un village qui est très mignon. Je pense que Chantilly le connaît. Je pense, non, peut-être pas. C'est un très beau village, faut qu'il y aille absolument. Comment il s'appelle? Azel Rideau. Bah, voilà. Tout simplement. Et du coup, le château se situe vraiment dans le village, donc on peut facilement y accéder. Et quand on rentre, déjà, on découvre un parc du 19e romantique. Donc vraiment, il est... Ça revient encore, hein, le romantisme. Bah oui, bah, c'est ce que j'aime aussi. Il n'y a pas que ça, mais c'est ce que j'aime. Et quand on arrive, le château, pareil, il est très bien sculpté, une jolie façade. Quand on arrive, on voit son bel escalier. Pas tout blanc. Non, il n'est pas tellement C'est de la pierre blanc. de tuf? Non, pas celui-là, je crois pas. D'accord. Et quand on arrive, du coup, on voit un bel escalier qu'on peut emprunter à l'intérieur pour visiter les pièces. Et quand on va derrière le château, là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un vrai miroir d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il est entouré d'eau. L'eau est tellement calme que, en fait, le château se reflète dans l'eau. Et ben, c'est très instagrammable. C'est-à-dire que ça fait un effet d'optique étonnant. C'est splendide. Et à l'intérieur du château, moi, ce que j'adore, c'est que le premier salon, c'est un salon du XVIe siècle, je crois. Et on termine par un salon du XIXe siècle. Donc, en fait, au fur et à mesure de la visite, on traverse les époques. Donc, on commence par un mobilier un peu rustique, en mode médiéval. Et on finit par des choses beaucoup plus modernes. Donc, on avance vraiment dans le temps. Et c'est ça qui est étonnant à Azel Rideau. Je l'adore. Est-ce qu'il y a des châteaux qui se visitent la nuit ou le soir un peu Alors, il y en a beaucoup. Oui. Et justement, à Azel Rideau, il y a une visite que j'ai pu faire la nuit aux chandelles. Ça change tout, hein? Ah, mais ça change complètement. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une vraie énergie qui se dégage des châteaux quand on les visite la nuit. Et il y en a de plus en plus qui proposent ça, justement, à la lueur des chandelles. Et en effet, il y a une ambiance qui est complètement différente. Et je trouve ça vraiment important de visiter des châteaux dans les régions différentes et aussi à différentes heures de la journée, c'est magnifique. C'est vrai que les châteaux sont souvent implantés dans des lieux qui ont une identité énergétique un peu particulière. Complètement. De jour, on le sent, mais la nuit, on le sent encore plus. Et encore plus. Très bien. Alors, Chantilly, ça vous fait rêver les châteaux? Ah oui, moi toujours. Oui. J'ai visité Vaux-le-Vicomte à soirée et Chandelle aussi, c'était magnifique. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut parler de la route des Chalots en Haute-Saône? La route des Chalots. Alors, tout à fait. Je vous emmène sur la route des Chalots. Alors déjà, qu'est-ce qu'un chalot? Oui. C'est une vieille grange en fait qui servait à l'époque à stocker le grain, l'alcool, la nourriture, et il en reste à peu près 300 en fait dans la région. Donc on est dans le parc naturel régional du Ballon des Vosges. Ballon des Vosges, bien sûr. Oui. Donc il y a une route touristique. Luxeuil-les-Bains. Voilà, Luxeuil-les-Bains, qui part de Luxeuil-les-Bains et qui sillonne en fait à travers la campagne. Alors on me dit que cette route fait 120 km. Oui, à peu près. Donc on peut la faire. Alors beaucoup la font en vélo. Ouais. On peut la faire à cheval aussi. On peut la faire en voiture. Donc pareil, c'est du tourisme. On peut faire en fait cette route comme on veut. Et donc tout le long de la route, en fait, on rencontre en fait des artisans. Donc il y a énormément de savoir-faire. Et notamment, c'est connu pour être le pays de la cerise. C'est là-bas qu'on fabrique le kirsch. Donc, il y a pas mal de distilleries à visiter, à déguster aussi. Et vous avez les yeux qui brillent un peu, Chantilly. On déguste beaucoup de choses. On voit très bien ce qui s'est passé. Sur la route des Chalots, on mange beaucoup de choses, on boit beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est très sympa. Donc, ça commence à Luxeuil. Alors, si vous passez à Luxeuil, il faut absolument rentrer dans la basilique de Luxeuil parce qu'il y a un orgue à l'intérieur qui est magnifique. Je crois que c'est un des plus grands et c'est vraiment, il est impressionnant, tout en bois sculpté, c'est absolument sublime. Et il est toujours, on en joue toujours. On en joue toujours. Moi, quand je suis rentrée dedans, l'organisme était en train de s'exercer. Ça, c'est toujours un petit côté magique. Hein. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau. Très bien. Voilà. Donc, Luxeuil-les-Bains sont connus pour le thermalisme, mais donc rentrer aussi dans la basilique parce qu'elle est superbe. Et ensuite, Fougerolles. Donc, Fougerolles, c'est là où on produit la cerise. Donc, c'est connu pour les plantations de cerisiers. Et donc, c'est là où on visite les distilleries. Et donc, il y a des distilleries à visiter. Il y a l'écomusée aussi qui explique en fait tout le passé
production en fait de la région. Donc l'écomusée à visiter aussi, tout ce qui est eau de vie, et ensuite un peu plus loin. Alors moi j'adore ça, donc j'ai vraiment aimé rentrer dans la boutique Griotine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les petites cerises qui sont marinées dans l'alcool. D'accord. Et en fait, c'est la caverne d'Ali Baba. Cette boutique, il y a des griotines, mais dans des bocaux gigantesques, immenses. Il y a tout type de produits. Enfin voilà. Donc moi, je sais que j'ai été émerveillée de rentrer déjà. Les griotines. On peut pas visiter l'usine, mais en revanche, on peut aller dans la boutique. La boutique, très bien. Voilà. Et donc 2 événements à retenir peut-être dans ce coin-là, c'est la fête de la cerise qui est en juin. D'accord. Et la foire aux beignets de cerises, qui est en septembre. Et ça, c'est juin et septembre. Voilà. On note. Rappelez-nous l'endroit, c'est du côté Donc, c'est à côté de Luxeuil-les-Bains. Autour de Luxeuil-les-Bains. Voilà, autour de Luxeuil-les-Bains. Très bien. Bernard, pourquoi dit-on que sur le chemin de Compostelle, d'abord, il faut être bon marcheur, c'est sûr, mais qu'on se retrouve soi-même souvent. On est surpris par au bout d'un moment, on est presque en automéditation. Oui, il faut savoir que pour beaucoup d'entre nous, d'aller sur le chemin, c'est pour trouver le silence, la tranquillité, se retrouver soi-même, parce que souvent on n'a pas le temps. Approchez-vous du micro, Bernard. On est pris par la vie familiale, la vie professionnelle et autres. Et conjugale. Beaucoup vont sur le chemin pour faire le point à des moments importants de leur vie. Ouais, c'est marrant. Alors, ça. on voit pas mal d'étudiants qui s'interrogent justement sur leur devenir. On voit de jeunes retraités qui sont assez nombreux parce qu'ils quittent la vie professionnelle, la vie familiale s'estompe, les enfants s'en vont. On ne sait plus, on recherche une activité, c'est pas forcément évident. Et le chemin vous aide à trouver une solution, j'allais dire, à vos interrogations aux problèmes. Et les personnes que l'on rencontre, parfois, ont le même souci et on peut échanger d'une manière positive. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et d'autres recherchent tout simplement le silence tout court. Je crois que j'avais noté quelque part une belle formule à propos du silence que je voudrais vous dire d'un auteur. On vous laisse la retrouver. Il disait, attends, je cherche, ça prend 2 secondes, un instant. Oui, il faut chausser les lunettes. Voilà, j'ai quand même besoin des lunettes. Accueillir le silence. Voilà, bon, c'est pas extraordinaire. Ah bah c'est ça. Mais vous êtes drôle, Bernard. J'ai une citation extraordinaire. Attendez, je mets mes lunettes. Accueillir le silence, voilà, c'est tout. Elle n'est pas si extraordinaire que ça. Si, voilà. c'est très bien, il faut accueillir le silence, vous avez raison. Est-ce qu'à la Roche-Guyon et au château de Chenonceau, Hélène, on accueille le silence? Est-ce que vous aimez, vous, y aller en dehors des moments où il y a moins de monde? Ah bah c'est ce qu'on conseille à tous nos auditeurs tout le temps. Y aller même parfois où la météo n'est pas bonne, parce qu'on s'en fiche un peu de la météo. Mais souvent les gens disent bah non, il pleut aujourd'hui, on va pas sortir. Non, au contraire, sortez, il y a moins de monde dans les visites des châteaux, il y a moins de files d'attente. Et ça les arrange, ça les arrange. Absolument. Après ça dépend des activités qu'on veut faire aussi. Si on veut faire des activités autour, bon, faut quand même une belle météo, mais oui. Mais oui, par exemple, la Roche-Guyon, on peut. Il y a un beau village quand même à visiter qui serait dommage de visiter sous la pluie, mais. Oui, c'est vrai. Mais oui, il y en a qui sont. Chenonceau. Chenonceau, c'est quand même beau de le faire avec un beau soleil. Avec un beau soleil, oui, c'est vrai. Mais aussi, on peut les visiter les châteaux sans qu'il fasse un temps formidable, parce qu'à l'intérieur, il se passe des trucs. Chenonceau, par exemple. Déjà, on arrive, Chenonceau, à l'intérieur, il y a énormément de choses à faire. C'est-à-dire qu'on peut visiter les belles salles, on peut visiter les belles galeries. Il y a les cuisines à visiter aussi. Rappelons que c'est auprès de Tours, hein, oui, c'est ça, c'est une demi-heure de Tours. C'est le château des Dames, quand même, il faut quand même le dire. Il a été porté et soutenu et fondé par plein de femmes. Donc c'est un de mes châteaux coup de cœur aussi. On a une magnifique apothicarerie qui a été fondée par Catherine de Médicis, qui aimait bien les petites potions. Et on a encore des petites flasques avec des petits trucs. Ah oui. Complètement. On a l'impression d'y être comme à l'époque. Un filtre d'amour, peut-être. Peut-être. On ne sait pas. Pour mon châtelain. Oui, ça peut être pas mal. Trouvez-le. Trouvez le châtelain. Trouvez le filtre d'abord et après le châtelain. Oui, on peut en effet le faire, mais par beau temps, il y a quand même plein d'activités à faire, notamment à Chenonceau. On peut le découvrir via une montgolfière. On peut aussi faire du bateau et passer sous la galerie, parce que le château de Chenonceau, il est quand même vraiment spécifique de par son architecture. C'est-à-dire qu'il embrasse le Cher, donc le château est construit littéralement sur le Cher. Il a été construit à grands frais d'ailleurs, ça représentait une prouesse technologique incroyable à l'époque de construire on n'avait jamais fait ça avec des arches. Hein. C'est vraiment le seul, moi j'en ai pas d'autres en tête qui ressemble à Chenonceau. Et puis il a un côté très romantique, je trouve. Encore ? Ah bah oui, moi c'est ce que j'aime, mais vraiment il a un côté très romantique, très élégant. On dirait un peu une femme, ce château. Je trouve qu'il a des jolies formes. Il est dédié à la féminité. Ah mais complètement. Et puis même les jardins, ils sont magnifiques. On a un joli labyrinthe pour aller se perdre un peu avec les enfants. Non mais le Chenonceau, il est magnifique. Après, en effet, je conseille vraiment de le faire.
en dehors de l'été ou en semaine, etc. Parce qu'il est quand même il est très connu, donc il y a du monde, il y a beaucoup d'étrangers aussi. Donc idéalement, un lundi ou un vendredi, c'est top. Voilà. Parfait. On marque une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour la suite de cette belle émission sur les villages, les châteaux, Saint-Jacques-de-Compostelle et notre patrimoine. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Eh oui, ces recoins de France que nous découvrons avec nos amis autour de cette table. Chantilly-Delincourt, Hélène Barré, Bernard Petit. Bernard Petit est accueillant à la Société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une question pour vous, Bernard Petit. Le chemin, on l'a vu, c'est pas un chemin de croix, c'est un chemin où on peut aussi rencontrer du religieux, du cultuel. Il y a une dimension spirituelle. De tout. Et ça, comment on la trouve, cette dimension spirituelle ? On la recherche déjà en soi-même, à mon avis, on va sur le chemin pour cela. Mais il y a des activités organisées quelquefois. On peut toujours s'arrêter dans une église quand elle n'est pas fermée maintenant, puisque vous savez que malheureusement, bien sûr, oui. Il y a beaucoup de vols, cambriolages. Et donc, mais sur le chemin, en général, elles sont ouvertes. Et le soir, il y a des réflexions. On rencontre des groupes, quelquefois avec un aumônier. Ça peut aider aussi si on recherche. La meilleure période pour faire le chemin, c'est quoi ? Mai, juin, alors voilà, avril. C'est plutôt mai-juin. Il faut éviter juillet-août parce que c'est là qu'il y a le plus de monde. Ah oui. Mais septembre-octobre, c'est bien aussi. Idéal, ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut réserver de loin en loin ces chambres d'hôtes ? La tradition, elle est simple, c'est de dire qu'en France, il fallait réserver, qu'en Espagne, c'était pas nécessaire. Maintenant, je dirais que même en Espagne, c'est mieux de réserver avec 24 heures d'avance. Et il faut passer par vous, surtout la Société des Amis de Saint-Jacques ? Non, on le fait à titre individuel. Ah oui. Surtout quand on est un groupe qui dépasse 2 ou 3 personnes. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir, on en parlait tout à l'heure, que les hospitaliers sont des gens extraordinaires et qu'ils vous aident, c'est-à-dire qu'ils tiennent un site, une plateforme, je veux dire, non, qui tiennent l'endroit où on va loger, c'est-à-dire... une chambre d'hôte ? Oui, non, pas une chambre d'hôte, un gîte, voilà, gîte. Merci de m'aider à retrouver le mot, vous voyez, je suis en perdition. Et quand il n'y a pas de place chez eux, ils appellent leurs voisins, et même quelquefois, il y a que là que j'ai vu ça, ils viennent vous chercher en voiture, quand ils savent que vous avez marché 20 ou 25 km, dans la journée, et ils vous emmènent là, quelque part à 5 ou 6 km du gîte espéré. Et on peut dormir dans les monastères sur le... Oui, ça arrive. Oui, il y en a pas mal. On peut demander un hébergement. Tout à fait. Il y a des hébergements dans des abbayes ou des monastères. Donc vous ne conseillez pas de partir chez les religieux notamment, et souvent on a le meilleur prix chez les religieux. Ah oui, en plus. Et vous ne conseillez pas de partir avec sa tente sur le chemin ? Ah bien sûr que si, il y en a qui le font. De même que tout à l'heure je vous écoutais, pour nous traiter uniquement de marcheurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de vélos également, de plus en plus de cyclistes. Au début, le premier chemin de Saint-Jacques, par ceux qui ont lancé le chemin, il s'est fait à cheval. Le comte de la Messusière a emmené une chevauchée jusqu'à héroïque, voilà. Et quelquefois, on voit aussi notamment des Britanniques qui arrivent en bateau. D'où en bateau ? Depuis la Grande-Bretagne, bien entendu. Ils vont à Saint-Jacques direct ? Oui, alors pas à Saint-Jacques parce que c'est pas un port. Ils vont à Padrone, au nord du. Ouais. Au nord. Mais ils trichent. Ils font pas. Ils font les derniers kilomètres à pied, quoi. Dirais. Oui, mais c'est original. C'est ce que je veux dire. Voilà. C'est nos amis anglais, la perfide Albion. Voilà. Chantilly-Delincourt, une autre idée de sortie avant que l'émission se termine. Alors, je peux vous emmener dans la Haute-Maurienne. Haute-Maurienne, et juste après, on fera les crèches. On fera les crèches juste après. Où ça ? Dans les Alpes-Maritimes, à Lucéram. Absolument, à Lucéram. Voilà. D'abord la Haute-Maurienne. Donc la Haute-Maurienne. Donc là, c'est pour ceux qui aiment les paysages de montagne enneigés, parce que là, ça va être la saison du ski et de la neige. Donc dans la Haute-Maurienne, on peut faire du ski, parce qu'il y a des stations de ski, mais on peut aussi très bien y aller sans faire de ski. Et là, il y a plein de choses à faire. Il faut viser Bonneval-sur-Arc ? C'est ça, Bonneval-sur-Arc, c'est tout au bout. C'est le dernier village en fait de la vallée, exactement. Ça part de Modane. Okay. Donc là, il y a tout un itinéraire aussi à faire, où il y a plein de très jolis villages en fait tout le long. Et notamment, il y a des fortifications. Il y a les forts de l'Essaillon qui sont à Ossois, qui sont très, très beaux visuellement à voir, puisqu'ils sont tout allongés dans la montagne. Enfin, c'est vraiment très joli. À Bessan, on a un chapeauteur. C'est celui qui sculpte en fait des sculptures en bois. Et donc, il y a une tradition à Bessan, c'est le diable de Bessan. Donc, il sculpte en fait des statues en forme de petits diables. Le diable et le curé. Enfin, voilà, il y a toute une légende en fait autour de ça. Bonneval-sur-Arc, c'est donc le dernier village qui est classé, plus beau village de France, qui est tout au bout de la vallée, et qui est là tout en pierre et en toit de lauze. Enfin, c'est magnifique aussi. Il y a des pistes aussi de ski de fond, donc pour ceux qui aiment aussi se faire des grandes randonnées à ski de fond, ils peuvent aussi. Et il y a une très 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 jolie église qui se trouve à Avrieux, qui est une église baroque, c'est l'église Saint-Thomas-Becket d'Avrieux. Et là, de l'extérieur, l'église est tout à fait banale, mais quand on rentre dedans, le baroque scintille, jaillit. De mille feux.
de mille feux. C'est somptueux. Il y a un effet waouh. Ah, il y a l'effet waouh. La porte d'entrée sculptée, colorée. Déjà, on pousse la porte et là, c'est un émerveillement pour les yeux. Très bien. Rapidement, Hélène, où est-ce qu'on peut trouver les plus beaux Noëls dans les châteaux en France qui vont arriver là? La date, c'est quoi? C'est quand? C'est où? Pour moi, il faut aller en Touraine. Oui. Il y a une opération qui a lieu tous les ans, c'est le Noël au pays des châteaux. Et c'est moi j'adore, c'est incroyable. En gros, c'est 6 châteaux qui décorent tout le château, l'intérieur, l'extérieur, sur un thème précis. Est-ce que je dois lister les châteaux? C'est mieux quand même. Oui. On a Amboise, Azel-Rideau, on a Chenonceau, Chinon, Loches et Villandry. Les plus beaux. Les plus beaux. Et il y en a qui vont décorer de façon très traditionnelle avec le feu de cheminée. Donc moi, dès qu'il y a un château qui allume les feux de cheminée, j'adore. Ça va avec. C'est-à-dire que je pourrais m'installer dans le canapé et rester là toute l'après-midi. Et madame, il faut rentrer maintenant. C'est ça. Et il y en a d'autres qui vont aller chercher des décors beaucoup plus originaux. Donc par exemple, il y a une année où on avait des décors en confiserie. Donc il y en a, ils vont installer carrément une forêt entière dans les combles. Enfin, des fois, on voit des choses très originales. Très original et ça plaît énormément aux familles et pour moi c'est vraiment à découvrir. Oui, carrément. C'est un très bon conseil. Est-ce qu'on retrouve ça sur votre blog et site et plateforme? Oui, tout à fait. J'y suis allée, là j'y vais tous les ans, donc il faut que j'y aille cette année et à chaque fois je montre un peu des photos de ce que j'ai vu, quoi. Mais il faut vraiment y aller, faut le voir. Oui, il faut le voir pour le croire. De ses propres yeux. Ouais. Bernard Petit, accueillant la Société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle, est-ce que c'est une bonne idée de partir en novembre, décembre sur les chemins de Saint-Jacques? Il y en a qui le font, pourquoi pas. Il y en a qui le font. Parfois, le col de Roncevaux est fermé. C'est ça, oui. Et le Somport, je ne me souviens pas, c'est le 2e col au sud, quand on arrive du chemin d'Arles, notamment. Et là, j'avoue que je ne sais pas s'il le ferme à l'occasion. Cela dit, à côté du chemin, proprement dit, de Saint-Jacques, il y a toujours la route. Oui. Et on peut. Et d'ailleurs, même quand on monte à Roncevaux, ceux qui sont fatigués quittent le chemin un peu escarpé avec des cailloux et autres et se replient et passent par la route. Alors, on l'a vu, le chemin de Saint-Jacques, c'est 4 voies principales. Est-ce qu'il y a des chemins de traverse? Est-ce qu'ils sont répertoriés, ceux-là? Ils sont très nombreux, les chemins de traverse. Et surtout, il y a les chemins qui... Ils sont balisés aussi? Ils sont balisés, et y compris ceux qui sont en dehors de la France, puisque maintenant, et depuis longtemps déjà, notamment en Pologne, puisque j'ai le bonheur de vivre en Pologne, on a un chemin qui part de Gdansk, au nord de la Pologne. Il y en a un qui part de Bruxelles, il y en a un qui part même de plusieurs villes en Suisse et qui se rejoignent à partir de Genève. Il y a beaucoup de chemins, même les Anglais ont un bout de chemin, ce qu'ils appellent... je crois qu'il part de Canterbury aussi, si je ne me trompe pas. Bref, et alors en France, alors là ils sont légions. D'accord. Ils sont légions. De n'importe quelle ville du pays, même de Bretagne. Tout à fait. Les Bretons sont très contents de dire que Dieu sait si partant du Mont-Saint-Michel, c'est un sérieux concurrent, j'allais dire, à Santiago, mais on part du Mont-Saint-Michel pour aller à Santiago. Absolument. Voilà. Et les Bretons sont très fiers de cela. Et quand on part de Notre-Dame de Paris, on prend quelle rue, la première alors là, c'est l'anecdote. Vous tracez quoi, à la boussole? Non, vous prenez bien entendu la rue Saint-Jacques. Ah bah voilà. Alors, puisque je parle à des personnes qui s'occupent de questions artistiques, il faut savoir qu'au tiers à peu près de la rue Saint-Jacques, au numéro 31, il y a une gravure de Salvador Dali qui s'appelle, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais retrouver son nom. On va la retrouver. Qui figure une femme sous forme de coquille Saint-Jacques avec des yeux, avec des étincelles, et qui est tout à fait étonnante. Voilà. D'accord. Alors, je cherche le nom parce que je crois que je l'avais noté là aussi. Retrouvez-la. Juste une question à vous, Chantil. Là, on va parler de ce Noël incroyable à Lucéram. Le cadran solaire. Ah, le cadran solaire, au 31 de la rue Saint-Jacques. Au 31 de la rue Saint-Jacques. Alors, on ne le voit pas parce qu'il est... Quand vous montez, vous ne voyez rien. Et en descendant, quand on descend la rue Saint-Jacques, donc pour aller... Dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour aller, dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, on peut la voir, mais il faut déjà bien lever la tête parce qu'elle est un peu cachée, elle est un peu sombre. On ira voir, Jacques. Merci pour ce beau témoignage. Chantil. Donc, sur Lucéram, on part dans les Alpes-Maritimes. Il y a un village, on va dire, à voir, un tout petit village, à voir au moment de Noël, c'est Lucéram. C'est un village qui se transforme en crèche. Géante. Tous les habitants, en fait, font des crèches et les installent dans les rues, et des belles sur leurs fenêtres, dans leurs garages, dans leurs caves, partout. Il y a des crèches partout, je crois qu'il y en a à peu près 500. C'est tout le mois de décembre jusqu'à début janvier. Il y a énormément d'animations, c'est super. Il y a beaucoup de gens qui y vont.
parce que là, en plus, il y a un mois pour les visiter, donc il y a le temps. Et donc pendant un mois, il y a des activités tout le temps et il y a un parcours à faire tout le long de ce village, un parcours balisé en fait pour découvrir toutes les crèches qui ont été installées par les habitants. C'est super. Lucéram. Lucéram. D'accord. Rapidement, l'adresse de votre site, Hélène? C'est carnet-d'histoire.fr. Carnet-d'histoire.fr. Chantilly. Et moi, c'est village-et-patrimoine.fr. Et vous, Bernard, où est-ce qu'on vous retrouve? À Paris? Nous, on a une adresse à Paris, on est rue... je vais arriver à le dire. On va la retrouver. Rue Jean Bart. Rue Jean Bart. Au 8 bis rue Jean Bart. Voilà, tout revient. C'est contre le jardin de Luxembourg. On a évidemment une adresse mail. Je ne la connais pas par cœur, mais je vous la donne dans 2 minutes. Je la retrouve tout de suite. Voilà, puisque moi, Merci beaucoup Bernard d'avoir participé à cette belle émission et d'avoir invité nos amis à explorer le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Merci Hélène également pour vous intéresser au château et continuer à le faire. Votre prochaine découverte, ce sera quand? Ce sera quoi? Je vais au Noël au Pays des Châteaux. Noël au Pays des Châteaux, très bien. Et merci Chantilly Delinco, on le retrouve sur votre site. À bientôt, merci. Très belle émission, on se retrouve la semaine prochaine. La France à découvrir, c'est fini. Salut.